Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un travail que je suis en train de mener au niveau de la recherche pour plonger ensemble avec vous dans un univers où neurosciences, intelligence artificielle et ordinateur quantique se rencontrent. Le postulat de départ a été de dire si notre cerveau fonctionnait de manière quantique. Parce que aujourd'hui, en intelligence artificielle, notamment avec les réseaux de neurones, on s'aperçoit qu'un neurone artificiel, ça fonctionne en 0 à 1. Mais le point de départ, c'est de dire mais pourquoi pas est-ce que nos neurones à nous ne fonctionneraient pas d'une manière quantique? Première supposition. Deuxième supposition, et si on développait une IA modélisée, non pas sur du simple binaire, mais sur un état neuronal humain qui déjà est modélisé sur un modèle quantique? Eh bien, je voudrais répondre à Albert Einstein qui disait « Dieu ne joue pas au dé, certes, mais peut-être que notre cerveau, oui ». Alors, pour introduire mon propos, vous savez que l'IA, l'intelligence artificielle, notamment aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond, avec les réseaux de neurones artificiels, nous permet d'avoir des prouesses qui sont édifiantes. On pense notamment à Perplexity, à ChatGPT, à beaucoup de modèles d'intelligence artificielle qui sont surprenantes, notamment en ce qu'on appelle le deep research. Parce que on s'aperçoit qu'avec un prompt donné, on a une solution qui a l'apparence d'une solution profonde et intelligente. Mais allons plus loin. Parce que ces réseaux de neurones, qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels, les ANN, sont très loin de répondre à la richesse de notre propre cerveau. Pourquoi? Parce qu'ils sont architecturés suivant le modèle de von Neumann. Alors vous avez le premier ordinateur de von Neumann ici, et vous avez un neurone qu'on appelle c'est un neurone d'un réseau de neurones qui s'applique sur ce modèle-ci. Alors, il suffit d'en avoir beaucoup, mais on va arriver très rapidement à ce qu'on appelle un réseau avec un goulot d'étranglement. Pourquoi? Parce que le modèle actuel du réseau de neurones, il est compartimenté, il est déterministe, et il est séquentiel. Tandis que notre cerveau, à nous, n'est pas du tout séquentiel. Il fonctionne en parallèle et surtout, il est massivement non linéaire. Alors, quand on sépare la mémoire du traitement, comme nous faisons, nous avons donc un cerveau qui va fonctionner, le nôtre, potentiellement plus vite qu'une machine qui, lui, ne sépare pas la mémoire du processeur et utilise le même canal d'information. Et donc, on arrive très vite, avec les réseaux de neurones artificiels, à ce qu'on appelle au goulot d'étranglement de von Neumann. Alors, pour répondre à ceci, je me suis dit, je vais regarder comment fonctionne notre cerveau. Et vous avez ici des neurotubules qui sont parmi dans les connexions synaptiques, et en regardant leur comportement, vous apercevez que ce n'est pas du tout linéaire. Moi, ça m'a fait penser, vous me dites, je suis peut-être un peu malade, mais ça m'a fait penser en fait un peu au mouvement brownien. Et qu'est-ce que le mouvement brownien? C'est ce mouvement des molécules dans un gaz qui se percute dans tous les sens. Eh bien, notre cerveau, c'est ça. Et ça me rappelle profondément des propriétés de physique quantique. Alors, en fait, la physique quantique a des règles, dont une règle qui s'appelle la superposition. La superposition quantique,
qu'est-ce que c'est? C'est qu'un qubit peut avoir plusieurs états en même temps. En informatique classique, on va parler de bits, c'est-à-dire un interrupteur où c'est un 0 ou c'est un 1. En informatique quantique, on va parler de qubit, c'est-à-dire c'est une sphère, si vous voulez, ce qu'on appelle une sphère de blocs, où il y a plusieurs états en même temps, ce qu'on appelle la superposition. Et donc, il peut avoir en même temps, ce qubit, un état 0 ou un état 1. Eh bien, c'est un peu comme notre cerveau, en fait, parce que nos neurones n'ont pas forcément un état stable. Et donc, il peut être actif ou inactif en même temps. Également, il y a ce qu'on appelle l'intrication quantique. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que deux particules quantiques sont corrélées entre elles. C'est-à-dire que bien qu'elles soient séparées d'une distance, elles réagissent de la même manière. Et quand on va en lire une, eh bien, l'autre aura le même résultat. Eh bien, ça peut nous faire penser à un parallélisme aussi dans nos propres neurones. Également, il y a l'effondrement de la fonction d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous prenez une pièce de monnaie, vous la faites tourner sur elle-même, et puis vous mettez la main dessus, ben c'est ou c'est pile ou c'est face. C'est-à-dire que le résultat de la lecture va venir à la fin et je vais arrêter cette pièce pour voir si c'est pile ou c'est face. Donc ça ressemble un peu à notre cerveau, on a des tas d'informations, on hésite à prendre une décision et quand on la prend, on la prend. Donc c'est le processus de prise de décision par l'effondrement de la fonction d'onde. Je vais rentrer plus dans le détail. La superposition et les états neuronaux. Alors, n'ayez pas peur, pour les non-mathématiciens, je vais tenter de vous expliquer ce que c'est, pour vous montrer déjà la complexité de la chose. Pourquoi je vous ai montré ça? Pour vous montrer à quel point, quand on rentre dans l'ordinateur quantique et la physique quantique, on se base sur des probabilités. On se base sur des incertitudes. D'ailleurs, il y a un principe qui s'appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg. Et alors, ce cadre que nous voyons ici de superposition ressemble à notre cadre biologique. Pourquoi? Dans la première équation que vous voyez, ce qu'on appelle un opérateur de densité, I, c'est une matrice de 2, passons, sigma sont les matrices de Pauli et R sont les coordonnées du rayon de la sphère de bloc. Qu'est-ce que c'est une matrice de densité? Ça va être en fait la matrice qui va déterminer la probabilité, si vous voulez, d'un choix. Ensuite, nous avons en physique quantique ce qu'on appelle la fameuse équation de Schrödinger, qui est l'équation de la fonction d'onde avec un H qu'on appelle l'énergie, l'hamiltonien de cette fonction. Et après, vous voyez à côté le psi qui s'appelle ket psi, qui est justement la fonction de probabilité de réponse. Et ensuite, si vous voulez, comme notre cerveau fonctionne dans le temps, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est temporel, eh bien, on va appliquer à cette fonction énergie un temps. Et ce temps va se traduire par cette équation qui va être, en fait, une interaction entre neurones, symbolisée par exemple, Kj, qui sont les interactions de type de Ising, et qui sont des interactions de spin. Et nous avons aussi le Jx, qui est un modèle d'interaction de neurones. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'intrication quantique. Qu'est-ce à dire? Eh bien, si mes neurones sont intriqués, le résultat est strictement le même. Regardez, c'est bleu, c'est rouge, c'est bleu, c'est rouge, et en même temps. Parce que mes deux fonctions, mes deux qubits, sont strictement intriqués. Et pour savoir le degré d'intrication que j'ai entre ces deux qubits, donc ces deux neurones, eh bien, je vais appliquer ce qu'on appelle le principe de densité de von Neumann, qui va me dire combien mes neurones sont intriqués ou pas. Si ça, c'est égal à 1, ils sont parfaitement intriqués. Si c'est égal à 0, ils ne sont plus intriqués. Donc, en fait,
on s'aperçoit que en physique quantique, la physique quantique va avoir un espèce de parallélisme avec ce qu'on vit. Par exemple, vous avez des probabilités P de I, et ces probabilités vont s'effondrer au moment où vous prenez une décision. Alors, dans les études que j'ai pu mener, je me suis rendu compte que la modélisation mathématique, bien que compliquée, reflétait une réalité. Vous avez un neurone qui dit oui, un neurone qui dit blanc, rouge, donc oui, non, 1, 0, mais ce résultat est un effondrement de la fonction d'onde qui tourne à côté parce que je prends une décision, donc j'arrête le processus et je peux lire. Tout ceci peut sembler très abstrait. Mais en fait, le but est de construire un réseau de neurones quantiques. Pourquoi ? Parce que comme je viens de modéliser mon cerveau avec la physique quantique, eh bien, je vais appliquer ce modèle au réseau de neurones de l'intelligence artificielle. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'entre mes neurones, je vais avoir ce qu'on appelle un opérateur. Tout simplement, en binaire, 1 et 0, ça fait 0. 1 ou 1, ça fait 1. Et là, j'ai des opérateurs qui sont des opérateurs quantiques qui vont me permettre de déterminer quel est le résultat de ma fonction d'onde. En tous les cas, nous, dans notre cerveau, on a un problème, si vous voulez, comme je vous l'ai montré au début avec les neurotubules, un problème dit stochastique, c'est-à-dire un problème de probabilité de mouvement qui va un peu dans tous les sens. Et on va appliquer ce mouvement avec des effets dissipatifs et des termes probabilistes pour changer l'équation base de la physique quantique qui est dite de l'équation de Schrödinger. Et en appliquant les termes stochastiques, c'est-à-dire des termes très probabilistes d'une équation, eh bien, on va s'apercevoir que mon réseau de neurones artificiels va être sensible à des bruits. Ce qui donne une équation très compliquée, je vous fais fi de vous l'expliquer aujourd'hui, mais ce qui nous amène à raisonner ainsi. J'ai deux modèles. J'ai un modèle de l'intelligence artificielle classique qui est un réseau de neurones, et à côté, j'ai un modèle de l'intelligence artificielle quantique de type stochastique. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, en physique quantique, l'ordinateur quantique est très sensible à ce qu'on appelle la décohérence, c'est-à-dire au bruit extérieur. Il suffit de vouloir lire quelque chose pour le troubler. Mais en introduisant, avec les termes de Wiener, la probabilité de bruit, vous pouvez régler ce problème. Et donc là où nous avons une multitude d'exécutions pour avoir plusieurs calculs, mon qubit, il va les réaliser en même temps. Là où je vais par exemple avoir pour l'apprentissage d'une intelligence artificielle ce qu'on appelle des gradients digressifs, eh bien là, je vais avoir par exemple au niveau du quantique ce que je vais appeler du quantum annealing, ce qui me permettrait d'optimiser énormément mon processus de deep learning. Également, nous avons des capacités expressives, c'est-à-dire que les capacités expressives d'une intelligence artificielle sont basées sur des polynômes très complexes qui sont très énergivores, tandis qu'avec le réseau de neurones quantiques, nous arriverons avec les superpositions d'états à avoir quelque chose de beaucoup moins énergivore et de beaucoup plus puissant. Et ceci ouvre, si vous voulez, une porte énorme pour la recherche et aux gens qui réfléchissent. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'avoir une maturité technologique suffisante pour réaliser un ordinateur quantique stable. Donc, il y a en ce moment,
par contre, j'ai un article qui m'est passé sous les yeux de 2023, notamment du CEA, qui a pu réussir à faire un qubit stable avec les spins d'électrons emprisonnés dans un microchamp magnétique. Donc ça commence à sortir. Mais il faut anticiper cette sortie. Pourquoi? Eh bien, simplement pour pouvoir nous permettre aujourd'hui de réfléchir aux changements qui vont bientôt s'opérer. Vous l'aurez compris, les réseaux de neurones quantiques amélioreront la capacité d'apprentissage de l'intelligence artificielle, seront beaucoup plus cohérents et beaucoup plus en adéquation avec notre propre manière de fonctionner cérébralement. Et ça sera un modèle qui résistera beaucoup mieux à l'incertitude, parce que l'incertitude sera intrinsèque à ce propre modèle. Alors, il y a des challenges, des opportunités qui nous sont ouvertes dans ces réseaux neuronaux quantiques. Eh bien, le problème de décohérence, si nous réussissons bien à paramétrer les bruits, eh bien, nous sommes capables de pouvoir lire, quelle que soit la situation environnante de notre qubit. Ils ne seront plus, on n'aura pas besoin de les corriger forcément. Après, il y a un problème mathématique majeur qui est ce qu'on appelle les espaces de Hilbert, parce que si vous mettez n neurones par les produits tensoriels, je passe sous les détails, ça va me permettre, ça va m'ouvrir à des espaces de Hilbert très complexes à résoudre. Donc, si vous voulez, il y a des challenges mathématiques derrière. Et aussi, il y a un problème d'implémentation, de dialogue qu'il y aura entre les ordinateurs classiques et cette intelligence artificielle quantique. Ça, c'est un problème d'implémentation à avoir, auquel il faut penser également. Pour conclure, eh bien, simplement, notre cerveau, si nous partons du présupposé que notre cerveau est un système quantique, si nous le modélisons ainsi, eh bien nous modéliserons des réseaux de neurones quantiques. Et ce réseau de neurones quantiques sera et devra être un pont entre l'intelligence artificielle, la neurobiologie et la physique. Donc on se trouve, si vous voulez, à un point de jonction entre trois sciences. C'est une route qui s'ouvre devant nous, qui est très longue, mais profondément exaltante. Et surtout, n'oubliez pas, en recherche, restez curieux. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort. Juste une question, les travaux que vous effectuez oui. dans le cadre de ces recherches, est-ce que vous en avez une application directe dans votre environnement de travail ou en tout cas les gens avec qui vous travaillez? Alors, au niveau de l'intelligence artificielle classique, oui. Au niveau de l'intelligence artificielle quantique, des réseaux neuronaux quantiques, pas encore, parce que ce sont des travaux de recherche et prospectifs et surtout pour l'instant théoriques. Et on souhaite bientôt pouvoir les appliquer quand ça sortira. Et on aimerait bien avoir les ordinateurs de Google, de Microsoft et d'IBM pour pouvoir les tester, ça c'est certain. Mais si vous voulez, il faudrait, je pense que on est plutôt dans une orientation de recherche qu'autre chose. Parce qu'en ce moment, si vous voulez, vous avez des tas de travaux. Il y a eu des travaux qui sont faits sur la modélisation quantique du cerveau. Il y a des travaux qui sont faits sur l'intelligence artificielle et les neurones. Il y a des travaux qui sont faits sur, si vous voulez, l'IA et le quantique. Mais en fait, le but, c'est de tout mettre ensemble. Donc le vrai boulot, c'est un boulot d'assembleur. C'est un boulot d'assembleur et forcément aussi de prospective. Parce que quand vous assemblez les choses, ben, forcément, ça ouvre. Voilà. Ok. Est-ce que vous pensez que ces travaux de recherche qui sont finalement aujourd'hui très centrés sur une approche informatique, quantique et autres, oui, vont avoir des répercussions sur l'approche biologique, c'est-à-dire sur la médecine derrière? Oui, forcément. Pourquoi? Parce que l'application en médecine, déjà, ça sera beaucoup plus rapide que maintenant, en lecture notamment, et à permettre aussi de comprendre des phénomènes. Quand vous avez, par exemple, aujourd'hui, on arrive à pouvoir calculer des formules de protéines très complexes
qui ressemble un peu à une ADN, vous savez, un peu hélicoïdale, par l'intelligence artificielle normale, eh bien, pensez bien qu'avec ça, on arriverait à faire quelque chose de beaucoup plus fort. Et si... Parce que le problème, c'est comment expliquer? C'est un problème d'habitude. On raisonne sur une chose avec les choses qu'on connaît. Nous, on connaît du binaire, 0, 1. En gros, c'est ça. Mais quand on va appliquer quelque chose, parce que les physiciens qui ont découvert la physique quantique se sont dit, nos modèles, ça foire, ça ne marche plus. Donc si ça ne marche plus, pourquoi? Eh bien, on va inventer, on va tout faire, on ne va pas inventer, mais on va appliquer des modèles qui sont basés notamment sur la probabilité. Et l'émergence de la physique quantique est née. Parce qu'on peut prévoir un comportement d'un électron, on peut prévoir un comportement d'un photon, mais est-ce une particule ou est-ce une onde? La dualité onde-corpuscule notamment. Vous avez des principes d'incertitude, on ne peut pas mesurer la position et l'énergie de quelque chose en même temps. Donc c'est une autre approche de la physique, si vous voulez. Et cette autre approche qui existe depuis 120 ans, il faut toujours du temps, parce qu'il faut construire des modèles mathématiques. Mais là, ça s'accélère quand même. Hein. Là, ça s'accélère. Et oui, mais évidemment, ça s'accélère. Mais ça ne peut que s'accélérer. Et puis pour que ça arrive à la biologie, ça va venir. Parce que moi, quand j'ai vu les neurotubules du cerveau, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à un mouvement brownien. J'ai dit, mais c'est quoi? En fait, si on applique quantiquement, avec la clé de lecture, le cerveau, s'il fonctionne réellement comme ça, pourquoi pas? C'est pour ça. Et faire un parallèle avec l'informatique quantique, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux de neurones, il faut qu'un pas. Voilà. C'est pour ça que là, je suis un peu rentré, je suis désolé pour les non-mathématiciens dans les détails, mais si vous voulez, en grattant et en calculant, en se servant de travaux de personnes plus ou moins assez prestigieuses, eh bien, on arrive, on a une porte qui s'ouvre, et devant nous, on a 50 portes à ouvrir. Et c'est ça qui est intéressant dans la recherche. C'est-à-dire qu'il y aura un jour une application industrielle, ça j'en suis certain, une application biologique, ça j'en suis profondément certain également. Mais là, on en est encore vraiment à l'étape de la recherche et quelle porte ouvrir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai compris que c'était des travaux théoriques, mais est-ce que vous avez tenté de simuler ne serait-ce qu'une ou deux neurones de manière quantique, mais sur des PC traditionnels? Alors, pour ça, il faudrait paramétrer un ou deux GPU pour pouvoir les simuler. Parce que ça demande des calculs complexes et c'est la prochaine étape en fait. Ça serait une simulation, mais on se servirait plus de GPU pour que ça aille un peu plus vite quand même. Parce que si vous faites un programme Python sur un PC normal, ça risque de ramer un peu.